Bonjour chers amis, c'est Hervé Choseville à l'antenne de Radio Salve Regina pour mon émission hebdomadaire Panorama Info. Je suis ravi de vous retrouver pour la seconde fois depuis la fin du confinement obligatoire. Comme les auditeurs fidèles de cette émission le savent, s'il y a une chose que je déteste, c'est l'injustice et la calomnie. Et j'ai en horreur l'atteinte à la présomption d'innocence. Je me souviens en 2003 combien j'avais été profondément choqué. J'ai été d'ailleurs élevé à l'époque contre les propos tenus dans un meeting électoral de surcroît par le ministre de l'Intérieur de l'époque, se vantant de l'arrestation d'Ivan Colonna, n'hésitant pas à le présenter comme l'assassin du préfet Erignac. N'était-ce pas là une grossière atteinte à la présomption d'innocence, alors même que le suspect en question, qui venait d'être arrêté, n'avait pas encore été présenté à un juge d'instruction. Depuis le 17 mai dernier, il y a eu un énorme tapage médiatique autour de l'arrestation à Asnières-sur-Seine, près de Paris, d'un ancien homme d'affaires rwandais nommé Félicien Kabuga, présenté par tous les médias français sans exception, et même les médias internationaux, comme, je cite, le financier du génocide de 1994. Cette présentation a ensuite été reprise par les médias internationaux ainsi que par les associations et avocats qui, en France, relaient constamment la bonne parole du régime dictatorial de Kigali. Une telle présentation fait bien sûr fi de la présomption d'innocence et cela m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur Félicien Kabuga et sur toute cette affaire et surtout sur ce qu'elle cache. Non, Félicien Kabuga n'est pas un Adolf Eichmann ou un Klaus Barbie rwandais. Et son procès, s'il devait avoir lieu, ne sera pas celui de l'un des principaux responsables du génocide contre les Tutsis. Qui donc est Félicien Kabuga, aujourd'hui âgé d'au moins 84 ans? Je dis au moins parce que certaines sources le disent né en 1935, tandis que d'autres situent sa naissance à l'année 1932. Kabuga, c'est avant tout l'histoire de la réussite exceptionnelle d'un homme qui s'est fait tout seul. Il est né du côté de Byumba, dans le nord du pays, non loin de la frontière ougandaise. Il a grandi dans le Rwanda, alors sous mandat belge, et il a très peu fréquenté l'école. À 18 ans, il fabriquait lui-même des paniers et des corbeilles qu'il allait vendre dans les marchés des environs. En 1956, il parvint à ouvrir sa première boutique qui vendait des produits de base et des outils agricoles. Alors, il est important là de préciser que l'instrument agricole le plus commun au Rwanda, comme dans nombre de pays d'Afrique, n'est autre que la machette. C'est un peu l'instrument à tout faire du paysan rwandais. Ce détail a de l'importance pour la suite de mon récit. Devenu un commerçant prospère, il décida d'aller s'installer à la capitale, à Kigali, en 1973. Cette année 1973 est une année importante au Rwanda, puisque c'est l'année où il y eut un changement de régime, un coup d'État militaire. Le général Juvenal Habyarimana, un officier hutu du nord du pays, avait renversé le président Grégoire Kayibanda, un politicien hutu du sud du pays. Le pouvoir politique, et c'est important, venait donc de se déplacer du sud vers le nord. Et cet état de fait allait certainement favoriser les affaires de l'homme d'affaires Félicien Kabuga, qui est lui-même un hutu nordiste. Hutu, certes, mais marié à une femme tutsi, ce qui était loin d'être un cas exceptionnel au Rwanda. Depuis sa nouvelle base de Kigali, Kabuga se mit à acheter
des produits importés qu'il revendait ensuite au détail dans son réseau de boutiques à travers le pays. Il en vendait même de l'autre côté de la frontière, en Ouganda. Ensuite, il commença à importer d'Europe ou d'Amérique des vêtements de seconde main qu'il revendait au détail, dans ses boutiques ou dans les marchés. Tout cela, encore une fois, n'a rien d'exceptionnel. C'est un commerce dont j'ai moi-même été le témoin dans tous les pays d'Afrique où j'ai vécu. Les vêtements d'occasion, les vêtements usagés, se vendent très bien à un prix très abordable sur les marchés africains. Ensuite, il se mit à investir dans des secteurs très divers, mais très porteurs, très lucratifs, dans le Rwanda des années 70 et 80. Le thé, l'industrie, l'immobilier et les banques. Félicien Kabuga fit l'acquisition d'une grande plantation, 350 hectares, une grande plantation de thé, à Mulindi, dans le nord du pays. Le thé est l'une des principales exportations du Rwanda. À Byumba, sa ville d'origine, Kabuga créa une grande minoterie qui se développa rapidement, allant jusqu'à produire 39 000 tonnes par an de farine de blé. J'ai moi-même constaté dans tous les pays africains où j'ai vécu que la mouture est un moyen rapide d'enrichissement pour tout commerçant avisé. Car les Africains sont de grands consommateurs de farine, dont ils se servent, quelle que soit la farine, que ce soit la farine de manioc, de maïs ou de blé ou de sorgho, ils s'en servent pour faire la pâte qui accompagne tous les repas, une sorte de polenta. Le transport est aussi un domaine où l'on s'enrichit rapidement. J'ai connu nombre de commerçants africains qui commencèrent par acheter un petit camion pour transporter les produits agricoles vers les marchés ou les sacs de ciment vers les sites de construction. Au bout de quelques années, ils se retrouvaient à la tête d'une véritable flotte de camions avant de se lancer avec des camions plus importants dans le commerce international en envoyant ces camions au port maritime sur la côte afin d'y apporter les produits exportés et d'en ramener ceux qui étaient importés. Et ça, c'est un secteur clé dans un pays comme le Rwanda qui est dépourvu d'accès à la mer. J'ai connu un homme d'affaires comme ça au Malawi qui est aujourd'hui, que j'ai connu à l'époque où je travaillais pour le PAM au début des années 90, qui est un tout petit entrepreneur et qui est aujourd'hui une des plus grandes fortunes du Malawi et un homme politique important. C'est exactement ce que fit Kabuga, ce qui lui permit de tisser un remarquable réseau d'affaires dans toute la région et au-delà. Certains de ces transporteurs devenus riches, j'en connais, finirent par se lancer en politique et devinrent députés ou ministres. Ce ne fut pas le cas de Kabuga. Il préféra rester en dehors de la politique, mais il était très lié au président Habyarimana, qu'il avait très bien connu depuis bien avant son accession au pouvoir. L'une de ses filles épousa même un fils du chef de l'État. Je n'ai aucun doute que ses relations amicales et familiales avec le président aient favorisé les affaires de Félicien Kabuga, qui était à la tête d'un véritable empire commercial et financier lors du déclenchement de la guerre par le Front patriotique rwandais en octobre 1990. Ce groupe rebelle venu d'Ouganda fit pression sur de nombreux hommes d'affaires rwandais, tant Tutsi que Hutu, afin qu'ils le financent clandestinement, pour pouvoir, bien sûr, acheter des armes et autres. Certains acceptèrent, d'autres refusèrent. Ce fut le cas de Félicien Kabuga, qui préféra demeurer loyal à son ami, le président Habyarimana. Durant toute la durée de la guerre, il poursuivit ses activités commerciales et bancaires, même si sa plantation de thé, située dans la zone des combats, eut à en souffrir. Il continua aussi à importer des instruments agricoles, dont les fameuses machettes, comme il le faisait depuis des décennies.
Il n'était d'ailleurs pas le seul à le faire, d'autres hommes d'affaires, y compris des Tutsis, le faisaient également. Certains allèrent jusqu'à créer des usines produisant localement ces fameuses machettes, et ils ont encore pignon sur rue de nos jours. En 1993, donc l'année précédant le génocide, la société, par exemple, la société Kishore Jobanputras, qui exerce toujours au Rwanda, a importé pour près de 49 millions de francs rwandais de machettes, alors que Kabuga n'en avait importé cette même année que pour un peu moins de 15 millions. Il n'était donc pas le principal importateur de machettes, comme cela a été dit. Il fut également reproché par la suite à Félicien Kabuga d'avoir investi dans une nouvelle radio privée nommée Radio-Télévision Libre des Mille Collines. La démocratisation du Rwanda, qui fut accomplie dans les pires circonstances, celle de la guerre, vit prendre fin le monopole de la radio d'État et l'apparition de radios privées. Kabuga a donc saisi cette occasion pour investir dans un nouveau secteur, une nouvelle radio, comme le firent de nombreux autres hommes d'affaires rwandais. Ses actions dans cette radio ne dépassaient d'ailleurs pas 0,5% du capital de la radio, ce qui est loin d'en faire le principal actionnaire, voire le dirigeant, comme cela a été dit. D'ailleurs, Félicien Kabuga ne s'est jamais exprimé sur les ondes de cette radio, et on ne peut lui reprocher aucun discours haineux ou incitant à la haine des Tutsis, que ce soit sur les ondes ou ailleurs. Je rappelle, encore une fois, que son épouse était elle-même Tutsi. Et cette épouse, ainsi que ses enfants, furent évacués par l'armée française vers la France, comme beaucoup d'autres personnes menacées par les massacres, après le déclenchement des tueries de Tutsis et d'opposants, juste après l'attentat contre l'avion présidentiel le 6 avril 1994, attentat qui, rappelons-le, coûta la vie au président Habyarimana et au président burundais, ainsi qu'à leurs entourages respectifs et à l'équipage français. Il a également été reproché à Félicien Kabuga d'appartenir à la Kazu, qui signifie « petite maison » en Kinyarwanda, un groupuscule opérant dans l'entourage du président et prétendument dirigé par son épouse Agathe. Or, ce terme d'Akazu a été inventé par l'opposition au président Habyarimana et a fait fantasmer nombre de commentateurs locaux et surtout par la suite internationaux. C'est cet Akazu qui aurait, selon certains, préparé, voire planifié le génocide contre les Tutsis. Or, le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, mis en place après le génocide, n'a jamais été en mesure de prouver l'existence même de cet Akazu. Ce même TPIR n'est d'ailleurs jamais parvenu, en plus de 10 années d'enquête, à prouver que le dit génocide ait jamais été planifié. Comment peut-on donc reprocher à quelqu'un d'appartenir à un groupuscule dont l'existence n'a jamais été prouvée et, partant de là, à l'accuser d'avoir participé à la planification du génocide, alors que cette planification, elle aussi, n'a jamais été prouvée? Que Kabuga ait été un proche du président, c'est un fait que nul ne peut contester. Qu'il ait profité de ses relations avec le pouvoir de l'époque pour s'enrichir, c'est très probable. Mais il n'existe aucun élément tangible prouvant qu'il ait participé à la préparation ou à l'exécution du génocide qui survint, rappelons-le, après la mort du président Habyarimana dans l'attentat. Avant la victoire des rebelles du FPR, Kabuga, craignant pour sa vie, a pris la fuite comme des millions d'autres Rwandais. Il a vécu dans divers pays, Suisse, Kenya ou autres. Ses relations d'affaires au Kenya lui ont permis de se relancer dans les affaires à partir de ce pays. On l'a d'ailleurs dit proche du président de l'époque, Daniel Arap Moi. Il a d'ailleurs été victime d'un attentat à Nairobi, attentat probablement commandité par le nouveau pouvoir de Kigali. Attentat dans lequel un jeune homme qui l'accompagnait a été blessé par balle. Au Rwanda,
après la victoire de la rébellion, donc le nouveau pouvoir s'est emparé en toute illégalité de tous les biens de Félicien Kabuga. Les marchandises stockées dans ces entrepôts furent pillées et revendues au profit des nouveaux maîtres. Les machines se trouvant dans sa grande minoterie furent désinstallées et revendues en Ouganda. Et les stocks de blé se trouvant dans les silos, eux aussi ont été revendus, toujours au profit du nouveau pouvoir. Sa plantation de thé a recommencé à produire du thé, mais pour le compte du ministère de la Défense, dont le ministre fut, à partir de 1994, Paul Kagame lui-même. Le centre commercial de Kabuga, que Kabuga venait d'édifier à Kigali, a été réutilisé par le Front patriotique rwandais, qui a mis ses locaux et ses maisons en location, tout en empochant les loyers. Certaines de ces maisons furent attribuées à des protégés du nouveau régime. Les entrepôts de Kabuga, situés à Gikondo, furent transformés en prison. Ses comptes bancaires dans diverses banques locales furent vidés jusqu'à présenter des soldes négatifs. L'affaire Kabuga est donc, avant toute autre chose, un gigantesque hold-up effectué par le nouveau pouvoir à l'encontre du plus prospère des hommes d'affaires du Rwanda. Pour justifier un tel hold-up, il fallait bien salir la victime en le présentant comme l'un des principaux génocidaires. Ce qui n'a pas toujours été le cas, puisqu'il y a eu des tentatives de négociation entre Kabuga et le nouveau régime. Kabuga est allé jusqu'à envoyer son propre fils à Kigali, avec l'aval des autorités en place, pour mener une négociation secrète avec les autorités. L'objectif caché du nouveau pouvoir étant sans doute de mettre la main sur tout ou partie de la fortune de Kabuga située en dehors du pays. Les autorités proposèrent même au fils Kabuga de restituer à la famille les biens se trouvant au Rwanda, mais dans l'état dans lequel ils se trouvaient à l'époque, après les pillages et autres déprédations. Ces négociations échouèrent et le fils Kabuga put retourner rejoindre son père dans son exil. Le FPR entreprit alors de diaboliser Kabuga en le présentant comme le financier du génocide. Son dossier fut transmis au tribunal pénal international pour le Rwanda. Depuis lors, donc la fin des années 90, Kabuga a vécu un véritable calvaire judiciaire. Le procureur du TPIR ordonna le gel des comptes bancaires à l'étranger de Kabuga, ainsi que ceux de son épouse et de ses enfants. Des perquisitions furent régulièrement menées au domicile de ses proches dans divers pays. Des documents importants, y compris des diplômes ou des cassettes vidéo, furent saisis et jamais restitués. Les avocats de Kabuga firent plusieurs fois appel de ces décisions, en vain. Pour ma part et en conclusion, je me réjouis de l'arrestation en France de Félicien Kabuga. Il se murmure d'ailleurs que c'est Kabuga lui-même ou sa famille qui aurait demandé cette arrestation. Un éventuel procès permettra à Félicien Kabuga de réfuter les accusations lancées contre lui, accusations montées de toutes pièces par le régime de Kigali. Cependant, je rappelle qu'un autre individu a, par l'attentat contre l'avion présidentiel, déclenché le génocide. Je rappelle aussi que l'armée de cet individu a massacré avant, pendant et après le génocide, tant au Rwanda qu'au Congo-Zaïre, et que ces massacres ont fait des millions de victimes, et qu'ils ont été accompagnés de viols de masse et de pillage des ressources congolaises. Enfin, si Kabuga a été arrêté par les gendarmes français, le second individu que j'ai mentionné dirige le Rwanda depuis 1994. Il est reçu à l'Élysée, à la Maison-Blanche, à Buckingham Palace régulièrement. Il s'appelle Paul Kagame. Kabuga a, comme je l'ai dit, 84 ans. Il a fui la justice internationale depuis 26 ans. Kagame en a 62. Et il n'a jamais cessé de faire des victimes durant cette même période. Je rappellerai le sort du malheureux Kizito Mihigo, chantre de la paix et de la réconciliation au Rwanda, dont j'ai parlé avant le confinement, au début de l'année,
qui, après avoir été torturé, a été assassiné dans sa cellule et le régime a ensuite présenté son assassinat comme un suicide. La justice est nécessaire, plus que jamais. Les responsables du génocide contre les Tutsis doivent être punis, mais les responsables de tous les massacres doivent également être punis. Il faut que la justice, internationale ou pas, s'applique à tous les bourreaux, au Rwanda comme ailleurs. J'espère seulement que Félicien Kabuga, que l'on dit très fatigué, et très âgé bien sûr, aura le droit à un procès équitable, si toutefois un procès devait avoir lieu, ce qui n'est pas encore certain du fait de son état de santé, et que ce lynchage médiatique dont il est la victime prendra fin. Je vous remercie, chers auditeurs, pour avoir écouté cette autre version d'une actualité dont vous aviez très certainement entendu parler dans les grands médias. Je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.